Nous sommes toujours avec nos amis firmes Tekouabo, coach Kwame Vieso Cresson et l'homme politique Georges Eo. On est maintenant au Burkina Faso. On va parler de ce combat à la tête du CDP, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, combat qui oppose Edi Kamboigo, qui était candidat à l'élection présidentielle de 2020, et Achir Taksoba. Alors, ils sont. Qu'est-ce qui les oppose? Qui veut prendre la parole? Coach et Sokomivi. En réalité, ce sont des anciens lieutenants de Blaise Compaoré. Et comme avec Damimba, il y avait une négociation, Blaise Compaoré a décidé que quelqu'un aussi peut prendre la tête du parti. C'est à partir du moment où ils ont fait un congrès mitigé où Komboigo était désigné pour le remplacer. Sauf que Blaise même avait envoyé une lettre condamnant que Komboigo avait violé beaucoup de tests et principes. Donc celui-là, Achille est revenu sur la charge en disant que puisqu'il a été illégal, tout ce qu'il a fait, la procédure est viciée. Et alors là, il n'est plus quelqu'un qui doit être à la tête du parti. En plus, il était deuxième vice-président. Je pense que c'est Achille qui est le premier vice-président. Donc, quand cela, Tombogo ou bien Edi a créé tellement de problèmes qu'ils ont essayé à la justice. Et la justice a donné raison à Achille. Et c'est Achille qui est conforté pour être normalement le représentant du parti. Puisqu'ils ont congrès, ils disent qu'ils auront congrès d'ici fin d'année. Mais malheureusement, Edi, quand il y avait Dambiba qui a fait coup d'État, Edi a applaudi. Il a applaudi. Et encore, il a applaudi dernièrement encore. Donc, je me dis que c'est quelqu'un qui aime trop le coup d'État, alors que Achille a faire de comment dire, circonspect. Lui, il a plutôt dit, ils prennent acte de ce que le coup d'État, le dernier coup d'État a été fait, mais qu'il reste pour voir ce que ça va donner. Donc, je me dis que c'est ce qu'on dénonce là, un parti politique est censé être bien ordonné, bien architecturé. Et si un président n'existe plus, ou bien un ancien président du parti n'existe plus, je ne vois pas pourquoi ça devait être une guéguerre entre les membres. Ça veut dire qu'il y a tout un désordre. Maintenant, ce sont des gens qui veulent gérer le pays, qui n'arrivent pas à s'entendre au sein de leur parti. Voilà ce que je dis, que les Blancs s'attaquent entre eux, mais très souvent, c'est des choses sérieuses qu'on entend. Et quand ces genres de choses, où vous cherchez à vous faire museler par le parti, en plus, le gouvernement de Traoré ne dit rien parce que puisqu'on l'avait applaudi, il ne dit rien. Puis je me dis que c'est même l'argent pour laquelle on l'avait applaudi. Dire aussi, des fois, quand il y a trop du désordre au sein d'un parti politique, l'État intervient ou le gouvernement intervient. Si c'est dans la chambre des partis, il a beaucoup de choses à faire. Justement, c'est parce que je dis non. Quand vous êtes divisé, il dit je suis d'accord, continuez comme ça, puis ça va aller. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas bien séant que le parti de Blaise Compaoré puis ils ont appelé quelque chose de démocrate, non, c'est quelque chose comme ça, non. Et les démocrates qui se déchirent entre congrès, quelque chose comme ça. Donc, moi, je me dis que on doit dépasser ça et que les débats doivent être. C'est le congrès pour la démocratie et le progrès. Vous voyez, en quoi est-ce que leur agissement constitue le progrès? Je pense que ce n'est pas bien et que Blaise Compaoré devait quand même situer les choses pour que ça finisse comme ça. Alors, vous êtes homme politique du cercle des leaders émergents. C'est vrai que vous êtes au Togo, Georges Eo. Qu'est-ce qui peut diviser des leaders au sein d'un parti politique? Vous quittez votre parti et parlez en même temps du CDP. Bon, en fait, les avis divergents, les opinions divergentes qui ne cadrent pas avec la vision du parti, ou soit la guerre de leadership, qui même trouve sa source dans une mauvaise gestion du parti, ou que celui qui doit normalement gérer le parti selon les tests ne l'ont pas fait. C'est-à-dire que en fait la légalité, la légitimité sont brimées entre-temps. Et ça peut causer beaucoup de choses. Ou soit qu'il y a aussi l'envie et tout ça là que vous devez savoir. C'est une organisation comme les autres organisations. Parce que c'est un parti politique puissant. Oui. Donc vouloir diriger le CDP, c'est prétendre diriger le Burkina Faso. Je me dis tout simplement aussi que vous voyez ce qui s'est passé avec le FPI de Gbagbo. Le Laurent Gbagbo. Quand il n'était pas là, il était au CPI. Vous avez vu ce qui s'est passé. Je pense que c'est ce qui est en train de se reproduire ici, d'autant plus que selon Edi Kamboigo, il y avait une lettre de soi-disant signé par Achille Taksoba, signé par Blaise qui est le président d'honneur de ce parti,
que lui, il ne confirme pas, mais qu'il se dit tout simplement que Blaise n'est plus habilité à donner un certain nombre de directives à suivre au parti, étant donné que, vous savez, tout ce qui entoure son exil. Donc, Et si donc, on schématise aujourd'hui, bien, Blaise est du côté de Achita Soba, c'est ça? si, donc, ce qui on se se pointe réfère à à la l'horizon, lettre, ouais. donc c'est ce qui se passe. Mais étant donné qu'il est en exil, moi je pense que ces transactions, tout ce qui se passe, c'est que lui, entre-temps aussi, avec Damiba, il rêvait peut-être avoir une chance de revenir au pays. Mais avec Traoré, rien n'est clair pour le moment. Donc aujourd'hui, Blaise va être très vigilant pour ne pas tomber dans les pièges de ce qui s'est passé avec Gbagbo. Parce qu'il risque à ce que l'autre lui chipe son parti, confisque comme Pascal Afingessa l'a fait. Et là, ils sont obligés soit de sortir et de créer un autre parti comme le PPACI, qui a génération capable, etc. Et que véritablement, on se retrouve à des choses comme ça. En fait, aujourd'hui, c'est pour dire que les partis politiques, quel que soit, même au pouvoir ou que ce soit dans l'opposition, on doit avoir un bon organigramme, que ce soit fonctionnel ou hiérarchique, et on doit respecter les tests. On doit faire en sorte qu'il y a aussi de l'alternance, parce que quand nous parlons du pouvoir, il faut aussi le faire au niveau des partis politiques. Il peut y avoir de l'alternance, il peut y avoir beaucoup de choses qu'on peut prôner. Vous voulez dire que l'alternance commence par le parti politique? Ça peut être comme ça. Avant le pouvoir. Ça peut être comme ça parce que qu'est-ce qui se passe? C'est parce que entre-temps, c'est Blaise qui gérait son parti. Et donc, quand il n'est pas là, les gens se retrouvent en des gens, individuellement. Certains qui sont efféodés à Achille, d'autres à Eddy. Et donc, aujourd'hui, ce qui va se passer, ça n'arrange que les autres partis. Parce que dans peu de temps, on va organiser une élection, ils seront divisés et ils n'auront pas assez de temps pour pouvoir revenir et battre les autres partis qui vont aller leur challenger, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, il va falloir que véritablement qu'ils se ressaisissent, parce que c'est pour le bien de leur parti et pour le bien quand même des candidats qui sont, ou bien du candidat qui sera issu de ce parti. Alors Firmin Tekou Agbo, tout ce qu'on peut dire, c'est que ces différents risquent de faire voler en éclat le congrès pour la démocratie et le progrès. Oui, ça peut arriver. Avec tout ce que vous êtes en train de voir, vous avez parlé par exemple de la Côte d'Ivoire, du FPI. Ça existe même dans plusieurs partis, même en Europe. Vous savez, tout parti politique, sa première force, c'est l'idéologie. C'est l'idéologie, on construit un parti politique sur l'idéologie. Mais le drame, c'est que la plupart de ceux-là qui sont membres d'un même parti politique ne sont pas totalement convaincus de l'idéologie. C'est avec le temps, peut-être il y a un vent qui souffle, c'est avec ça qu'on découvre qu'il y a des gens qui ne sont pas trop pour idéologie X, ou trop pour idéologie Y. C'est avec le temps qu'on le découvre. Je pense que c'est ce qui est même c'est arrivé avec... je ne sais pas si les gens se rappellent un peu ce qui s'est passé avec Donald Trump. Donald Trump fait partie des républicains. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'il est trop extrême. En France, on l'appellera extrême droite. En France, on l'appellera extrême droite. C'est ce qui divise les républicains aussi aux États-Unis. Aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont trop extrémistes. Donc, alors que l'idéologie, c'est la droite. C'est la droite simple. Pas extrême droite. Donald Trump, c'est lui, il fait partie des suprémacistes blancs, c'est l'extrême droite, l'Amérique aux Américains, make the America great again, America the first, et tout ça là. C'est gênant et ça exclut d'autres peuples. Or, la droite, elle n'est pas comme ça. Donc, c'est avec le temps qu'on s'en rend compte. C'est arrivé aussi en France. C'est ça qui a détruit aussi le Parti socialiste en France.
avec François Hollande. Le socialisme, c'est le socialisme. Le socialisme, ce n'est pas socio-libéral. Ça n'existe pas. François Hollande, lui, il a voulu mélanger un peu. Et les gens ont dit non, que ce n'est plus l'idéologie pure du départ. Les Arnaud Montebourg l'ont lâché, les Benoît Hamon l'ont lâché. Avec le temps, l'ancien Premier ministre qui a voulu devenir maire en Espagne, à Barcelone, comment il s'appelle? Son nom m'échappe aussi. Oui, donc Manuel Valls. Donc, c'est avec sa façon, on dit que François Hollande doit faire un virage à droite à 180 degrés, ce n'est pas trop ça. Donc, c'est le temps qui permet aux gens de se rendre compte que non, moi, je ne suis pas trop convaincu de cette idéologie. Et aussi, c'est le temps et aussi les réalités. C'est ça qui a détruit la gauche, le Parti socialiste, eux aussi, les primaires détruisent les partis. Oui, les primaires, parce que les primaires engendrent certains clivages. On a vu aux États-Unis d'Amérique, quand Obama allait venir au pouvoir, on a vu la tension entre On a vu, voilà, la Clinton. tension. C'est parce qu'ils ont une certaine maturité. Sinon, le parti, les démocrates, le parti allait être complètement détruit. En France, on n'a pas eu trop ça, mais vous avez vu ce qui est arrivé à la droite après le départ de Sarkozy. Sarkozy qui n'a pas bien sûr dirigé le parti aussi. La droite est devenue un parti très léger. Le Parti socialiste aussi. Au Burkina Faso, Ce qui se passe au Burkina Faso s'inspire aussi de la même dynamique. S'inspire de la même dynamique. Et encore que les Africains eux-mêmes ne savent même pas ce qu'on appelle idéologie. Nous, on crée des partis, on dit c'est le socialisme. Et quand il y a réunion socialiste en Europe, on y va aussi. Mais on n'est pas convaincu de ces idéologies. En Afrique, on n'a pas cette histoire d'idéologie, on ne comprend pratiquement rien par rapport à ça. C'est parce que les Blancs le font. Nous aussi, on crée des partis, on dit on est socio-libéral, alors qu'on ne maîtrise même rien par rapport à ça. Ce qui se passe au Burkina Faso, c'est tout d'abord dangereux. Dangereux dans la mesure où, comment vous allez avoir un responsable de parti politique qui va applaudir un coup d'État et dit... Est-ce qu'il a applaudi ou bien il était proche? Comment il a applaudi. Il a même souhaité bonne suite de quoi à Damiba. Celui-là, vous allez le placer, ça veut dire c'est un antidémocrate. Celui-là qui adore la violence. Le coup d'État, c'est une violence. Dans la définition de son parti. Et regardez, le coup d'État, c'est de la violence. Je vous ai dit ici que la devise de notre structure, Centre de recherche de géopolitique internationale, c'est paix au Togo, paix en Afrique et paix dans le monde. Donc, nous n'accepterons jamais le coup d'État. Donc, un responsable de parti politique qui va applaudir un coup d'État. Regardez ce qui est arrivé à nos frères de la Guinée, de Doumbouya. Eux tous qui avaient applaudi. Regardez ce que Doumbouya est en train de leur faire subir. Ils sont tous enfermés. Ils sont tous enfermés et ils ne peuvent la voir pour parler. Parce que vous parlez, on vous enferme. Et il dit qu'Ombobo, lui, tout d'abord, c'est un antidémocrate. Il faut qu'il laisse le parti et qu'il aille rejoindre Damiba. Peut-être qu'il peut venir au Togo, nous allons l'accepter. Parce que si on le laisse à la terre... Le pouvoir du CDP à Achir Soba. Oui, Achir Soba, parce qu'au moins lui... il ne supporte pas les coups d'État. Il ne supporte pas les coups d'État. Oui. Allez, on va au Togo. C'est une journée historique. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je demandais ou bien c'est parce que entre-temps, on voit que l'autre n'est pas aussi penchant à son maître. Parce que vous voyez qu'avec Ibrahim, les gens brandissent la Russie, etc. Et que même Wagner avait apprécié tout ça là qui sont autour. Et que lui aussi, il est pour, alors que son maître est plus attaché à la France. Ça peut aussi lui coûter son poste. Oui, c'est 30 secondes. Je pense qu'il y a un petit souci en Afrique. Fimel avait dit sur la formation de nos partis politiques. C'est que je respecte la mémoire de Maître Agouébor qui seulement est resté dans, il dit renouveau. Quand il négocie avec Yad Malek, les gens pensaient qu'il est le plus vendu. Il a dit renouveau. C'est-à-dire que changer la méthode. Et c'est pourquoi lui, chaque fois, il préfère négocier que ça. Alors que quand vous voyez, par exemple, pour les républicains, il y a les réformistes, il y a les conservateurs et comment ils appellent ça aussi, les radicaux. Donc, les trois tendances existent dans le parti politique. Chez nous, il n'y en a même pas. Tu ne sauras pas quel côté les gens sont. C'est par le fil de temps que tu vas constater que celui-là, il n'aime pas trop. Alors qu'il faudrait, c'est tout. Il y a les trois tendances dans un parti. À un moment, vous savez que quand il y a ce débat concernant qui envoie et qui n'est pas envoyé, mais nous n'avons pas. Pourquoi ça se arrive? Sinon, on aurait su que notre édit là, on aurait su que c'est pro-démocrate, c'est pro-coup d'État depuis longtemps, et ne pas lui donner même le parti. C'est une journée historique dans le monde des médias au Togo.
Nous sommes au pays de Georges Eo. Les responsables des organisations syndicales et patronales de la presse privée du pays ont en effet procédé ce 14 octobre 2022 à Lomé à la signature de la convention collective des journalistes et professionnels des médias. La cérémonie est présidée par le ministre de la Communication et des médias, professeur Akoda Ayowada, traduit l'aboutissement d'un processus donc, qui a commencé depuis 2014 avec les États généraux de la presse, puis relancé en novembre 2020 avec l'accompagnement du ministère de la Communication et des médias. Alors, Firmin Teko Agbo, les journalistes qui obtiennent leur convention collective. Alors, expliquez-nous en français facile ce que ça veut dire. Non, je pense que c'est déjà facile. Ça veut dire le milieu, il est beaucoup plus encadré. Quand on parle de diplôme, quand on parle de la rémunération, on travaille dans une structure en tant que journaliste, par exemple, vous êtes bien payé et tout ça. Donc, il n'y a plus trop de désordre. Le document vise à professionnaliser davantage, à formaliser davantage la profession. C'est ça l'essentiel qu'on puisse retenir dans cette signature, dans ce document-là. Ça existe par exemple au Sénégal, ça existe dans d'autres pays. Ça permet d'avoir un certain assainissement dans le milieu. On sait que, c'est un exemple que je donne, par exemple, le plus bas salaire, par exemple, c'est un exemple que le plus bas salaire doit être défini, le plus gros salaire, c'est aussi par rapport au diplôme. Mais il y a la critique, je vais la porter tout à l'heure. Mais on retient, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet d'encadrer le milieu. C'est une très bonne nouvelle. Et on retiendra aussi que c'est sous le professeur Akoda Ayowada que cela a vu le jour, que la signature a pu... sous le président Faure. Sous le président Faure Gnassingbé, sous le professeur ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, que cela a eu lieu. C'est une très bonne chose. Mais il va falloir on peut signer ce document, mais cela va aussi de la volonté des gouvernants. On peut signer un document. Si les gouvernants veulent avoir une presse professionnelle, on l'aura. Si les gouvernants veulent avoir une presse professionnelle, si les gouvernants veulent avoir des journalistes bien formés, on l'aura. Si les gouvernants veulent avoir des journalistes ou une presse qui vit de son métier, on va l'avoir. Mais si on signe ce document et il n'y a rien de tout ça, il n'y a aucune volonté du côté du gouvernement d'accompagner fondamentalement la presse, je pense que, bien sûr, on va l'applaudir aujourd'hui, mais le résultat, on ne l'aura pas à l'avenir. Alors, coach Sokwami à sur la convention comprend entre autres, comme Firmin Teko l'a dit, le montant du salaire établi en fonction d'une grille communément acceptée selon les échelons variables, le mode de recrutement du journaliste qui, en plus des qualifications académiques et professionnelles, est attesté par la délivrance de la carte de presse, les montants des primes de transport, le rendement, le profil de carrière et les stages de formation professionnelle. On parle d'avancée. Moi, je pense que c'est une énième test qui est encore sortie parce que nous savons très bien que le journaliste freelance ou pigiste, avec les patrons, il y a déjà les problèmes liés au salaire qu'on sort. On avait beaucoup accusé les patrons ou le patronat, mais est-ce que le patronat gagne pour quand même payer celui qui a son pigiste et qu'on sort là? Non, le pays même ne crée pas un cadre favorable pour ces gens, étant donné que soit on retire la carte de presse aux journalistes, ou soit on l'enferme. Il y a tout un tas de choses qui devaient être réglées après ça. Est-ce que la famille de journalistes est prise en charge? Je n'ai pas encore lu tout le test. Il y a des journalistes qui, dans la mise en pratique de leur métier, ont succombé ou sont morts. Qu'en est-il de leur famille? Tout ça là. Donc il faudrait voir, parce que déjà la convention collective des travailleurs qui existe déjà n'a pas pu résoudre grand problème. Vous voyez, c'est plutôt les patrons qui muselent plutôt les employés. Quand vous dites, on dit qu'avec le poids que nous avons, on a vu qu'on a limogé 3000 employés à Meshamina.
qu'est-ce que la convention collective a fait pour protéger ses employés? Rien du tout. Donc, si les tests sont là et qu'on ne l'applique pas, et je pense que ce n'est pas bien, et aussi que le cadre de journaliste doit être assaini, c'est bien sûr, mais je me dis que d'ores et déjà au Togo aussi, beaucoup de journalistes sont nés dans le tas, ce n'est pas forcément la formation, mais quand tu es dans le métier, tu vas te former après. Mais quand vous lisez aussi, c'est comme si on a limité à cela ceux dont le métier sont tentés par le métier, qui n'ont pas forcément fait le journalisme. C'est comme si on leur bloque. Alors que quand vous voyez en France, aux États-Unis, il y en a qui sont des journalistes, pas forcément passés par une école de journalisme, mais c'est que vous avez ce don en vous que vous tremblez. On peut quand même dire aux journalistes qui viennent dans le tas d'aller se faire former. Mais quand on dit, parce qu'on a compris qu'actuellement, les diplômes ne sont plus la compétence, mais c'est le travail que la personne fait sur le terrain. Donc c'est en cela puisque j'ai compris qu'il y a même le ministre des Droits de l'Homme était présent, le ministre Kokuroko ici était présent. Je pense qu'il faut faire attention que ça ne soit pas un cadre uniquement pour empêcher d'autres d'évoluer. Parce qu'il y a les journalistes traditionnels, nos anciens, tout ça qui était là. Les jeunes qui sont venus sont plus ardus que eux. Et on le sait très bien, la presse des années 90, des années 2000 n'est plus celle qu'elle est maintenant. Maintenant, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent sans avoir peur s'ils seront emprisonnés ou pas. Même des fois, les réseaux sociaux des sont là fois pour ton patron te dit, quand tu écris cet article, tu vas plus travailler. Tout ça avec les réseaux, les choses ont changé. Et le journaliste prend plus de risques maintenant. On n'a qu'à lui donner les moyens. Et que Fulmer le dit, je pense que c'est fondé dans la presse, on dit non. Oui. Il faudrait qu'il y ait réellement ce fonds et non pas ceux qui sont proches du régime. Quand c'est eux qui écrivent, ils sont subventionnés. Et quand ils ne sont pas du régime, on ne les subventionne pas. Un journaliste, c'est un journaliste. Que soit son bord, c'est un journaliste. Parce qu'après tout, il traite l'information et on doit le considérer comme tel. Alors, l'homme politique, on va vous lire la réaction du politique, le ministre de la Communication et des médias, pour sa part, réjoui de l'aboutissement de ce processus de discussion entre les syndicats et les patronats. Il a promis l'accompagnement et le soutien de l'État pour une presse plus professionnelle dans le pays. Vous l'aviez souligné, entre-temps, c'est tout le gouvernement qui fait ce grand boulot et le ministre l'a corroboré. Je pense que dans ce domaine où il y a beaucoup de malentendus, le professionnalisme est de rigueur pour ce domaine. Je pense aussi que le gouvernement joue son rôle de régulateur et il marque son point par l'assainissement du cadre et du métier. Et je pense aussi qu'en le faisant, on répond en quelque sorte à la politique du gouvernement ou bien du chef de l'État qui voudrait un emploi décent pour les citoyens. Parce que vous devez savoir qu'au-delà de ce que nous disons, le journaliste est un acteur qui prend assez de risques, qui fouille et qui a un certain nombre de tâches et de rigueur, ou bien de principes à respecter. Et donc, du coup, une convention collective pour assainir le milieu est bienvenue. Maintenant, pour ce qui concerne les problèmes liés aux aides financières, etc., je pense que les organes de presse... Il faut un cadre de discussion. Oui, les organes de presse discutent, ils ont l'habitude de discuter avec le ministère. Et ils vont trouver forcément de consensus. Je sais que même avant de signer, il doit y avoir quelque part comment je dirais... Non, en fait, il doit y avoir des gages que le gouvernement doit... D'ailleurs, c'est ce qui... convoque ce que le ministre vient de dire, que le gouvernement jouera sa part et il va s'engager à contribuer, à apporter quand même son soutien aux organes de presse pour qu'il y ait une presse quand même professionnelle. Et je peux rassurer, entre guillemets, je ne suis pas du gouvernement, mais en allant sur ce terrain, le gouvernement sait ce qu'il attend. Il sait que à un moment donné, il faut vraiment... le gouvernement ne va pas donner des moyens
et puis demander aux organes de presse de faire plus que ça, parce qu'aujourd'hui, la presse écrite même, je ne sais plus si ça donne, parce que avec les réseaux sociaux, est-ce que les gens achètent encore les papiers, peut-être dans les structures où on s'abonne et la puis presse en ligne. Oui, et donc ça devient compliqué pour les patrons de presse de vendre efficacement les presses. Et les presses en ligne, comment ça se fait? Je pense qu'il y a beaucoup de choses que le gouvernement s'engage à faire et pour aider efficacement les organes de presse. Je ne pense pas qu'il y aura encore d'autres inquiétudes, à part le fait que la procédure ou bien les discussions, ça ne va pas être statique. Ça va s'améliorer, ça va continuer, ça va s'améliorer. Il y aura ce que vous appelez des goulots d'étranglement. Et au fur et à mesure qu'on applique les tests, on va relever un certain nombre de choses. Et là, le gouvernement qui sera forcément attentif aux journalistes comme de coutume, vont forcément aller de mieux en mieux pour rendre professionnel véritablement ce secteur. Par ailleurs, tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur ou toute organisation professionnelle d'employeurs ou tout groupement d'employeurs appelés à exercer leurs activités au Togo sont également liés par les dispositions de la présente convention. C'est un cadre donc élargi, Firmin Tekou Agbo, pour citer. Oui, c'est un cadre élargi, mais je dis c'est beau. Je pense que Jerry Tama a l'habitude de dire que le Togo a les meilleurs tests. Mais je pense que c'est l'applicabilité qui pose quelquefois problème. C'est un très bon test. On s'en félicite. Tous ceux-là qui vont travailler dans ce domaine-là vont être liés par ça. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter, au Togo, nous avons un marché publicitaire très restreint. Comment vous précisez le montant et tout ça, vous demandez à l'employeur de payer, à l'employeur, peut-être patron de radio, de payer le montant, de payer tout le monde, de régulariser la situation de tout le monde. Et s'il n'a pas un marché publicitaire, s'il n'a pas assez de publicité, s'il n'a pas assez d'entrée financière, comment il va faire comment? Donc c'est à ce niveau-là que l'État doit jouer un grand rôle. Quand on parle du fonds d'aide à la presse, je pense que la cagnotte, ça doit être beaucoup plus intéressante et plus juteuse. Là, on subventionne la presse. Moi, j'ai l'habitude de dire que le fait, ce fonds d'aide-là, ce n'est pas, comment on dit, ça doit être, je ne voudrais pas parler d'obligation, mais l'État doit savoir que la presse joue un rôle de collaborateur du service public. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'aider l'État. Parce que c'est sa partition, c'est ce que nous aussi nous devons faire. Nous devons être soutenus, la presse doit être soutenue parce que partout en France, aux États-Unis, ça se fait. Il y a ce fonds d'aide là, chaque année, on donne de petites aides aux journalistes ou aux organes français. Ça existe partout. Mais l'enveloppe au Togo, ça doit augmenter. C'est ça qui va beaucoup plus aider la presse à se professionnaliser. En 30 secondes, coach Kwame Vie et soit Cresson. Je pense, outre ce que Firmin dit, il faudrait que les presses travaillent maintenant à ne plus relayer uniquement que l'information du gouvernement, mais à faire les publicités des entreprises qui sont sur la place. Vous pouvez aller dans le marché, avoir un contrat avec les gens. Là, quand eux, ils donnent 10 000 par mois, 20 000 par mois, ça va faire quelque chose. Maintenant, je pense que la presse traditionnelle travaillait pour plaire uniquement au gouvernement ou bien accompagner le gouvernement. Maintenant, une presse est une entreprise après tout. Et nous l'appelons en développement infopreneuriat. Donc, le journaliste est un infopreneur. Il doit savoir que c'est ça qui doit marcher. D'ailleurs, même, je pensais qu'un ministre a fait erreur en disant aux gens d'aller entreprendre. Il dit, comment ils appellent ça, aux artistes d'aller entreprendre, sans savoir que l'art aussi, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, les journalistes, leur métier, c'est l'info. Et quand ils utilisent l'information, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, qu'ils aillent, eux aussi. Je ne dis pas que l'État doit faire moins, mais qu'ils aillent, mais aussi, il y a comme quelqu'un qui a ouvert une boutique, vous parlez de son nom 2 ou 3 fois, c'est 20 000, il donne 100 personnes qui donnent 20 000 par mois, ça fait quelque chose. Donc, qu'ils puissent aussi faire comme ça. Kwame Vie à Cresson, merci beaucoup à vous. Vous êtes consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Merci également à Firmin Tekou Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. On dit infini merci à l'homme politique Georges Eo du cercle des leaders émergents. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On se retrouve la prochaine fois
toujours avec le même plaisir. Bonjour à toute l'Afrique. À très bientôt.